La météo, Denis Vincenti continue à pronostiquer un temps médiocre. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Demain, le temps sera fortement perturbé avec de nombreux passages nuageux, mais aussi des averses qui pourront être orageuses dans certaines régions. À noter toutefois qu'il y aura quelques éclaircies. Il y aura du grand beau temps sur la Côte d'Azur avec du Mistral. À noter un temps instable sur la Corse. Les températures iront demain de 14 à 25 degrés du nord au sud. Dans quelques secondes, le magazine de Denis Brunetti sur les médias. Prochain rendez-vous avec l'information, 10h le flash, 13h Yves Morosi, Marie-Laure Augry. Et demain soir, vous serez gâtés. Vous aurez droit non pas à un Bruno Mazur, mais à deux. Le premier à la mi-temps du match Norvège-France à 19h50 et le second après le match à 20h50. Eh bien, je crois que ces supporters vont passer une soirée extraordinaire. Philippe Beauchard et moi-même, nous vous souhaitons une très bonne nuit. Bonsoir, journée grise et pluvieuse, actualité des médias un peu maussade, émission donc éclectique et avec la bière qui est interdite de télé, même pas de quoi se consoler, décidément c'est pas la joie ce soir. En presse, regardez, le matin en est à son feuilleton tragique, suspense mortel depuis quelques jours au bord de la liquidation. La FPL sort à peine de la crise, le nouveau PDG nous en parle. En audiovisuel, à part les rumeurs et les transferts et le flou artistique autour des chaînes, eh bien quelques brefs saupoudrés ici et là. Si vous pouvez vous consoler avec le clip de Gonzague Saint-Brie, vous verrez. En pub, heureusement, il y a des couleurs, les couleurs du mois de l'affiche à Bordeaux et les zestes acidulés du célèbre affichiste Villemot. Et puis les petits sourires des enfants d'Absorba. On terminera avec le spot d'Un Lopilo, le spot qui a été coupé par la commission de visionnage parce qu'il y avait des images trop érotiques, disent-ils. Alors même si on n'est pas sponsorisé par les matelas, calez-vous dans votre lit et on commence. Au matin de Paris, une semaine de rebondissements, de crises, de sursauts à suivre au fil des jours. Mardi dernier, 18h, les journalistes votent la grève pour être payés de leur mois de mai et négocier le nombre de licenciements. Les ouvriers du livre ferment les grilles, bloquant les journalistes à l'intérieur pendant 40 minutes pour les forcer à sortir le journal. Drôle d'ambiance, renégociation avec la direction, le journal paraîtra. Jeudi, 18h, à nouveau le plongeon, la direction est revenue sur l'accord avec le nombre de licenciements. Nouvelle assemblée générale, grève illimitée cette fois, et les ouvriers du livre soutiennent. On prépare une nuit d'occupation, la rédaction est ressoudée. Pour l'instant, je rappelle encore une fois, notre objectif principal est une négociation, c'est l'ouverture d'une réelle négociation. Nous voulons négocier avec nos futurs repreneurs. Nuit d'occupation, grande bouffe conviviale, et on sortira tout de même un journal titré « On se bat » sur 8 pages. Texte de combat, explications au lecteur et caricature naturellement de Paul Quillès. Vendredi, 20h, catastrophe, l'actionnaire italien et son holding Interpart annoncent qu'il se retire. Paul Quillès ne continuera pas seul, plus d'actionnaires. L'administrateur prévoit la liquidation devant le tribunal de commerce lundi. Dimanche, 3 assemblées générales jusqu'à 10h du soir, sentiment mêlé des journalistes. Un sentiment de révolte et d'impuissance sur la façon dont les choses évoluent. De révolte parce qu'on se bat depuis plus d'1 an pour essayer de maintenir ce journal à bout de bras. Et d'impuissance parce que quelles que soient les ultimes tentatives que nous essayons de monter, j'ai l'impression que le journal est définitivement perdu. Tu y crois toujours? Absolument. La situation est bien triste, mais enfin c'est tout de même pas un matin sur lequel on va brusquement fermer les yeux, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais confiante? Confiante? Non. Confiante? Attends, c'est mauvais ça de dire ça peut-être. Dans l'avenir, dans... Dans l'avenir, c'est ma honte. Je sais pas. En même temps, un groupe de 10 salariés échafaudent depuis quelques jours eux-mêmes un plan de relance. Contact avec des banques, des partenaires financiers, possible appel aux lecteurs évoqués et ils demandent le soutien de la rédaction. Tension, discussion, projet. Puisqu'on ne sait pas encore aujourd'hui, très concrètement, quelle forme ça prendra. Comme ils enregistrent maintenant. Résumons en disant que je crois qu'on a toutes les chances de réussir.
Si ce journal sort déjà ce soir, c'est déjà une super. On a déjà pris 20% de chance que ça réussisse. Si demain la faillite, si plutôt si liquidation n'est pas prononcée, on a 50%. Si dès demain les lecteurs soutiennent massivement, on a 60%. Il manquera les 40%. Les 40%, ben, on aura convaincu par l'opération qu'on est en train de réaliser un certain nombre de gens qui, eux, nous apporteront des soutiens financiers beaucoup plus importants, considérables, qui nous permettront de tenir et de faire ce nouveau journal que nous voulons faire dans quelques mois. Ce lundi matin, les mines à nouveau graves. Journalistes et ouvriers du livre aux portes du tribunal de commerce qui peut décider la liquidation pure et simple. 10 heures, le tribunal vient de reporter sa décision au lendemain. Sursis pour le projet des 10. Quelques sourires, nouvel espoir, timide. Bon, on va au canard, on fait une assemblée générale et puis il y a la conférence de rédaction à faire. Si jamais on doit faire le truc. Est-ce que est-ce qu'il y a une chance que le tombe chaque année? Bien sûr. Le feuilleton n'est pas fini. C'est tout à fait évident. Décembre 86, crise à l'AFP. Le président Henri Pijat démissionne. Le PDG de TF1 de 1978 à 81, Jean-Louis Guillot, est élu le 22 janvier 87 à la présidence de l'agence France Presse. C'est la première fois qu'il parle depuis sa nomination. L'AFP était dans une crise financière, morale et de confiance, aussi bien de confiance à l'intérieur d'elle-même que de confiance vis-à-vis de ses clients, qui sont d'ailleurs, outre la presse, la radio, la télévision, des administrations, des entreprises. Par conséquent, la première chose, c'était de remettre l'AFP au travail. La deuxième, c'était de lui retrouver un budget, des finances et des ressources qui la sortent de ce qui pouvait apparaître comme une situation de pré-faillite. Et ensuite a commencé un travail de longue haleine, qui est un travail qui transforme à l'heure actuelle l'AFP en une espèce de grand chantier de réorganisation. Je l'entends dans les rues, l'entends dans les cafés, l'entends dans ma voiture, au long de la journée. Tout le monde était inquiet le jour de ma nomination, peut-être moi aussi. Le mouvement se prouve en marchant, les bonnes entreprises se constatent. Quand on parle peu de l'AFP, c'est pour ça que je fais une exception en vous répondant, c'est mieux comme ça. L'AFP est une entreprise intermédiaire, c'est une entreprise, comment dirait-on ailleurs, une entreprise de gros, un peu par rapport aux détaillants que sont les journaux. L'AFP doit marcher bien et comme une bonne mécanique en faisant le moins de bruit possible. En 86, le déficit de l'AFP tournait autour des 10% du chiffre d'affaires. L'objectif 87, c'est un retour à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équilibre des dépenses et des recettes d'exploitation de l'AFP. Et c'est bien lancé? Au jour d'aujourd'hui, ça paraît possible, oui. Le 3e Médiaville, le rendez-vous des réseaux câblés, s'est déroulé à Metz la semaine dernière. On a naturellement évoqué les problèmes de rentabilité du câble, pas assez d'abonnements et peu de programmes attrayants. Gérard Longuet, ministre des PTT, a annoncé que 5,5 millions de foyers seraient câblés sur 6 ans. Il espère un taux d'abonnement de 45%. Rencontre aussi à la Villette de producteurs et de créateurs vidéo. Les rencontres étaient intitulées Les habits neufs de la télé et y étaient naturellement présents ceux qui naviguent entre la création vidéo, la pub, le clip, l'habillage de chaîne. Des choses très belles, des idées, pas toujours les moyens, dommage, la preuve en est dans cette bande de démonstration. Restore combat l'usure interne du moteur. Votre moteur consomme moins et votre voiture reprend des ailes. C'est un roi de 20 ans, François Ier, vainqueur de la bataille de Marignan, qui invite en 1516 Léonard de Vinci en France. Gonzague-Saint-Brie joue aussi le clip culturel. Ce nouveau clip sur Léonard de Vinci, financé par le Club Méditerranée et le ministère de la Culture, utilise toutes les images de synthèse, les musiques de synthèse, pour vanter idées, dessins et projets censés être prémonitoires de Léonard de Vinci. Réalisé avec un collège de nouvelles images, doit être diffusé sur toutes les chaînes, c'est la culture.
Troisième mois de l'affiche à Bordeaux, exposition à travers les rues, des affiches françaises anciennes au format géant des américaines parfois en relief, en passant par les étonnantes affiches japonaises des supermarchés. Le panorama mondial d'un média qui fait 14% de la pub en France. La France a été le pays des affichistes, les Savignac, les Villemot, les Collin, etc. Depuis quelques années, la tendance de l'affiche est plutôt à de l'affiche photographique plutôt qu'à de l'affiche graphique. Mais néanmoins, comme l'affichage est très important en France, il y a une créativité en France qui met la France probablement en tête de tous les pays pour cela. Et le mois de l'affiche se relaie à cette recherche de créativité, car le mois de l'affiche essaie de présenter tout ce qui se fait de mieux en affiche dans le monde à un moment donné. Une médaille pour l'amitié et une nomination de commandeur des arts et lettres pour la postérité. Bernard Villemot est l'un de nos plus célèbres affichistes. Depuis l'après-guerre, avec l'emprunt acier, les cures thermales et les grandes causes nationales. Jusqu'aux 17 affiches Orangina, dont il crée le concept en 1951. À cette époque, on n'avait pas le droit de représenter un jus de fruits avec des fruits si ce n'était pas un pur jus de fruits, qui se vendait dans des boîtes en fer blanc d'ailleurs à ce moment-là. Donc pratiquement j'ai trouvé peut-être une astuce de représenter par la peau d'orange, le zeste d'orange, et c'est devenu la marque. Je ne le savais pas d'ailleurs au départ. What I want. Entre les chaussures, la sauce tomate et les boissons gazeuses, Bernard Villemot caresse un souhait, celui d'habiller de ses pinceaux le spectacle de quelques artistes. Faire leur affiche, oui, particulièrement De Vos, et puis Sardou, et quelques autres bien sûr. Mais il faut de préférence avoir des gens qui ont un caractère que l'on peut styliser, comme j'ai stylisé Mireille Mathieu, si vous voulez. Il faut que l'affiche soit claire, lisible, forte, simple. Or, tout ce qu'on voit pour le moment, c'est plutôt des gribouillis d'enfants à l'école. Mais ça m'intéresse quand même. Du vieil homme aux enfants, une idée originale dans la pub, celle d'Absorba qui, pour sa prochaine campagne, a invité les parents à filmer leur progéniture dans des scénarios variés, souvent bucoliques. Il y a eu des prix et tout cela sera utilisé pour confectionner le prochain spot de la marque. Le plus drôle, c'est d'imaginer encore les prouesses des parents derrière la caméra. C'est charmant. Vas-y mon chéri, secoue la petite fleur. Et c'est qui ne veut pas? Dis bonjour à papa, voilà. Non, pas le doigt comme ça. C'est bien, c'est bien. Décidément, quand les parents aiment la pub, les enfants trinquent. Ouvrez l'œil, cette version du dernier spot d'Un le Pilot est celle que la CNCL a censurée. Ce remontage des images vous est proposé par Première Page. Vous ne voyez pas la différence? Arrêt sur image dans quelques instants pour ceux qui n'auraient pas été choqués par les 3 plans litigieux. Mais il y a des matelas pour ça. Ce sont de gentils clins d'œil, qu'en plus de ça, c'est tout de même de l'amour. Je regrette, c'est pas seulement de l'érotisme, c'est certainement pas des histoires de fesses. Plan refusé. Plan toléré.
Il semblerait que la forme elle-même du champignon ait amené quelques réactions sur la visualisation de la tête du champignon. Donc nous a demandé effectivement de réduire vraiment au minimum. Je crois qu'il s'agit maintenant de 20 dixièmes de seconde l'apparition de ces champignons sur la pelouse de la maison. Et d'autre part, c'est plus drôle, le seau devait aller venir 3 fois. Et tombant dans l'eau, il éclaboussait tout autour du puits. Alors là, évidemment, ça en était trop et nous avons reçu un télex de cette commission de visionnage nous disant d'une façon très précise, le seau ne doit faire qu'un parcours et il n'est pas question de voir une goutte d'eau. Que peut-on bien faire sur un matelas à Paris dormir? Bien, le Pilot et l'agence TBWA ont trouvé la réponse. Mais leur clin d'œil passe parfois pour une promotion intolérable de la sexualité. Avant la CNCL, c'est la RFP qui avait donné le coup de ciseau dans un autre spot. Plan censuré, plan toléré. Et si on peut trouver de l'érotisme chaleureux, sympathique, sain, je crois que c'est plutôt la voie que nous exploiterons. Il n'y a pas de raison qu'un jour, si 2 amants fréquentent un banc sur la place de Notre-Dame, les tours de Notre-Dame ne s'en lassent pas. Et je me demande si à ce moment-là, le clergé ne se mettra pas sur la liste des censeurs. Coupé. Et pour finir, je vous parle de 2 livres et de 3 histoires de Champagne. Et oui, un peu de pétillant dans notre émission. 2 livres, d'abord celui d'Hervé Bourges, on en a déjà parlé, Une chaîne sur les bras, c'est au seuil. Et puis le livre de Francis Bouygues, La rage de vin, qui n'est pas encore sorti, mais Francis Bouygues a déjà signé chez Jean-Claude Lattès de la maison Hachette. 3 histoires de Champagne. La première, c'est au Matin de Paris, vendredi soir, alors qu'un actionnaire italien avait décidé de partir, qu'on parlait de liquidation. Les journalistes ont vu passer 4 coupes de champagne. C'était destiné à la direction qui fêtait ça. On ne sait pourquoi. Une autre histoire de Champagne, celle d'Alain Danvers, l'ancien directeur de l'information de TF1, qui est parti déjà il y a quelques semaines et qui, parmi les cartons, buvait un soir le champagne. Il a tout de même dit à l'année prochaine. Curieux. Et puis la dernière histoire de Champagne, eh bien, ce sera pour l'émission la prochaine fois. Notre dernière émission, on fêtera ça et je vous y attends. Bonsoir, à la semaine prochaine donc. J'ai maintenant à vous donner lecture d'un droit de réponse. Lundi 1er juin 1987, dans le magazine Première Page, il a été diffusé une interview de M. Serge Ferrand. Ce dernier affirmait que M. Patrick Buisson, alors directeur de la rédaction de l'hebdomadaire Minute, lui aurait personnellement demandé de recruter des hommes de main pour faire abattre, dixit, M. Yves Montenay, actionnaire principal de la société holding contrôlant la société éditrice de ce journal. M. Buisson regrette qu'il n'ait pu répondre à ces accusations. Il s'inscrit en faux contre de telles allégations mensongères et portant à l'évidence atteinte à son honneur et à sa considération. M. Buisson réserve tous ses droits quant à des actions futures qui seraient engagées en raison de tels propos. Ce texte vient d'être lu en application d'un droit de réponse que TF1 a accordé à M. Patrick Buisson. Il est maintenant minuit, 6 minutes et 40 secondes et nous allons, avant de nous séparer, parler un petit peu des programmes de demain. Commençons par le football, puisque sur la une, demain soir, il y aura du football. Le match Norvège-France, comptant pour le championnat d'Europe des Nations, une rencontre capitale pour le 11 tricolore. Retransmission en direct d'Oslo, avec les commentaires de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Demain soir, ce sera à partir de 18h50. Football oblige,
Le journal de la Une vous sera présenté exceptionnellement à 20h50. Et puis il sera suivi des Cavaliers de l'Ombre, un film d'Andrew McLagan avec Tom Selleck et Sam Elliott à 21h05. Beaucoup plus tôt, à partir de 9h35, c'est Denis Thuillier qui vous attendra pour la Une chez vous, avec comme invité Michel Touré, Maxime Le Forestier et Isabelle Périllou qui chantent. Merci de votre fidélité à la Une et puis bien évidemment, rendez-vous demain. Bonne nuit, au revoir.